Les orages ont transformé la Petite Saône en un fleuve éphémère et majestueux. Les crues régulières enrichissent les sols et font de cette vallée une vaste terre d'élevage. On sait depuis l'Antiquité que la Petite Saône était navigable par de petites embarcations entre Corps et Saint-Jean-de-Laune sur une longueur de 192 km. Suite aux travaux d'aménagement du XIXe siècle, elle est devenue avec le temps la deuxième voie d'eau la plus fréquentée de France pour la navigation de plaisance, avec plus de 7000 passages par an. Voie fluviale directe entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, cette rivière attire de nombreux plaisanciers du nord de l'Europe. Charles et Bernard se sont rencontrés dans les années 80. Bernard et sa famille venaient d'Allemagne naviguer sur la Petite Saône pour les vacances. Charles, à cette époque, développait un nouveau port de plaisance à Saint-Jean-de-Laune, au moment où la batellerie de commerce était sur le déclin. Charles, maintenant, s'investit pour que Saint-Jean-de-Laune reste connu comme la petite capitale de la batellerie. Il y avait donc ce petit bout de canal qu'on va visiter tout à l'heure, où les bateaux attendaient pour aller vers l'écluse. Mais ça, c'était juste la porte-garde. La porte-garde qu'on fermait en temps de crue pour que l'écluse était protégée. Dans les années 75, on a réaménagé la Saône pour les grands bateaux, donc les bateaux ne passaient plus ici. À ce moment-là, moi, je peux obtenir de louer cette écluse de la voie navigable et d'installer un port. Et donc, j'ai toujours habité ici, d'abord sur mon bateau et après, j'ai construit une maison un peu plus loin. Maintenant, c'est l'endroit où il y a plein de gens qui habitent. C'est un peu un paradis caché des navigateurs. C'est calme, c'est paisible, très agréable. Le port de Saint-Jean-de-Laune est le plus grand port de plaisance des voies navigables de France. Son bassin fut creusé initialement pour assembler les trains de bois, ces énormes radeaux faits de troncs d'arbres destinés à être descendus vers le sud pour la construction navale. Plus tard, en 1840, il devient la gare d'eau, où les péniches se mettent à l'abri pour se protéger des blocs de glace que le courant entraîne à la fin de l'hiver. Aujourd'hui, il s'est développé principalement autour des métiers de la plaisance et peut accueillir plus de 400 bateaux. Et là, c'est le chantier Aster. Alors, le chantier Aster, c'est la dernière péniche en bois en France qui a survécu. Et on est avec une équipe en train de la restaurer. Et beaucoup de bénévoles? Il n'y a que des bénévoles. Oui. Alors, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps, mais ça vaut le coup. Hein. On restaure des cathédrales, alors ça c'est une cathédrale flottante. Il faut la restaurer. Et il faut la garder. Ok. Ah ben, je vais y aller. Tu vas à Auxonne. Tu connais le chemin, hein? Oui, à gauche. À gauche. Tu veux une carte? Non, non merci, j'ai la carte, merci. Ah d'accord. Alors, les gars? Bien. L'Aster, c'est la dernière péniche en bois qui était construite en France dans les années 50-51. Et il a évidemment travaillé comme bateau de transport tiré avec une bricole ou avec des animaux, des ânes ou des chevaux. Ce bateau a très rapidement, après 20 ans de travail comme bateau de transport, été acheté par la région de la Nièvre qui l'a transformé pour faire voyager des enfants sur le canal de Nivernais. Et les bateaux en bois, déjà en 1950, c'était très rare de les voir construire parce qu'on le faisait en acier. Le bateau en bois était moins cher parce qu'il durait que 20 ou 30 ans. Et celui-là, il a survécu beaucoup plus longtemps parce que, justement, c'est la région qui l'a acheté et qui l'a entretenu. Alors, tout le projet est un peu un projet d'abord sauver ce bateau, mais aussi pour fédérer les mariniers. C'est une ville de mariniers, Saint-Jean-de-Laune. Et il y a pas mal de mariniers qui participent à ce projet et qui sont intégrés et qui
aide. Et c'est très important pour Saint-Germain d'avoir un point central comme ça pour le monde de terre et le monde de mariniers. Les péniches de location ont démocratisé la plaisance. Il ne faut pas plus de 20 minutes à Bernard pour retrouver les principaux rudiments de la navigation. Bien sûr, en cas de crue, la manœuvre peut se montrer délicate, voire sportive. On va voir si le courant nous emporte vers le bas. Il y a beaucoup d'eau là. Et normalement, la Saône est un fleuve tranquille. En direction d'Auxonne, seule une écluse doit être franchie, ce qui en fait l'étape privilégiée pour l'apprentissage de la navigation. Une halte propice au ravitaillement et à la découverte des produits régionaux. Et pour occuper les jeunes sportifs, le centre nautique du Val-de-Saône et la ville d'Auxonne ont initié le baby ski. Ah, bravo! Allez là, on plie les jambes dans les vagues. Voilà, super! Super, bravo, ouais, c'est des grosses vagues. Hein. Redresse-toi, voilà. Allez, on lâche une main. Allez, on lâche une main. Les jambes, voilà. L'autre. Voilà, allez, on tourne. À Auxonne, on pratique le baby ski pour les enfants de 4 à 9 ans à peu près. En fait, c'est surtout par rapport à la taille de l'enfant, à cause de la barre. Donc on dit à peu près 1m20. Au bout de la première séance, l'enfant est sur les skis tout de suite. Après, pour passer à la corde derrière, il faut compter 3 ou 4 séances. Souvent, bon, après, selon la maturité de l'enfant, évidemment. En général, les enfants apprennent très vite. L'avantage pour les tout petits, c'est qu'on attache les skis. Et là, ils n'ont pas besoin de résistance dans les jambes. Il suffit qu'ils tiennent debout, qu'ils sachent marcher. Et là, ils peuvent skier. Ensuite, on les passe avec une petite corde au bout de la barre. Et la troisième étape, c'est la grande corde à l'arrière du bateau pour passer les vagues, commencer des exercices, faire du slalom, faire éventuellement des figures. Plie les jambes, voilà. Allez, tire. Hop, et bon. Allez, loin. Voilà, très bien. Donc au niveau de la détection des jeunes, on voit quand même par rapport à l'enfant s'il est à l'aise sur l'eau, la façon dont il se comporte, sa position. Et après, quand ils sont intéressés, on essaie de les monter un peu plus haut, de les passer derrière un grand bateau et de leur faire leur première compétition. Il existe au niveau de la Fédération française de ski nautique une compétition qui s'appelle les Petits Princes de l'eau, qui est réservée aux jeunes de moins de 10 ans. Plus rapide que la péniche, le vélo est le complément indispensable à la navigation. En quelques heures, sur les chemins de halage, ce fidèle compagnon permet aux marins d'eau douce d'organiser des visites sur leur parcours. Bienvenue au château de Talmay. Alors, comme vous avez pu le voir en arrivant, il y a deux parties dans cette maison. Il y a ce donjon qui est du XIIIe siècle, parce qu'ici c'était une place forte, parce qu'on est à la frontière entre la Franche-Comté et la Bourgogne, et cette maison 18e, donc, qui a été construite par un parlementaire de Dijon, voilà, avec son parc à la française et ses communs en U qui sont autour. La chapelle 18e, avec son joli décor en stuc, d'inspiration italienne, c'est stuc rose et vert. Vous êtes au premier étage de la tour, donc il y a une pièce par étage de même dimension. Vous pouvez voir au passage l'épaisseur des murs, hein, vraiment dans la forteresse. Et ces boiseries que vous voyez là, elles ont été posées tout début 18e par ce monsieur au-dessus de la cheminée qui s'appelait Pierre Figeon. Ça y est, nous y sommes. Il y a combien de marches? Une petite centaine. Oui. Vous allez être récompensé par la belle vue de ce chemin de ronde. Alors, donc vous voyez toutes ces ouvertures qui servaient aussi à surveiller bien sûr les environs en cas d'invasion.
Nous sommes ici aux 4 points cardinaux, ce qui permettait une très bonne surveillance de la région. Et puis, bien sûr, il y a cette magnifique charpente qui sert de soutènement à la charpente du toit pyramidal. Donc là, ce n'est qu'une petite partie de cette charpente. Vous voyez l'épaisseur des poutres? Elles sont là depuis le XVIIe, mais la tour, elle, est là depuis 1234. Même si le soleil a réchauffé la vallée de la Saône, il faut encore plusieurs jours pour que l'eau des crues puisse s'évacuer, que la hauteur sous les ponts soit suffisante pour laisser passer les bateaux. Bernard doit stopper la navigation à Grès. Les péniches doivent attendre au port. C'est un risque à connaître, à ne pas minimiser lorsque l'on entreprend un projet de navigation sur la Petite Saône. Grès fut un port très important à travers les siècles. Paul Delsalle, historien, en parle avec passion. Depuis l'Antiquité, Grès est un point de transbordement des marchandises. Donc il y a celles qui viennent du sud et qui remontent par le Rhône et la Saône. C'est par exemple les épices. Les épices qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent même d'Océanie, comme le gingembre, le safran, la cannelle, qui arrivent par la Méditerranée, qui remontent jusqu'à Lyon, et ainsi de suite jusqu'à Grès. Et ces épices sont très consommées à l'époque médiévale ou bien à la Renaissance. Et puis d'un autre côté, vous avez les marchandises qui viennent de Champagne, de Lorraine, voire même de Bourgogne ou de Franche-Comté, notamment les céréales, le froment, l'orge, l'avoine, etc., qui sont nécessaires pour approvisionner par exemple la région d'Avignon. Et donc ces marchandises vont descendre la Saône. Vous voyez, c'est vraiment un point de contact très important et c'est ce qui a provoqué le développement de la ville, surtout au Moyen-Âge. Alors le port de Grès reste important jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est la navigation fluviale qui fait la force de la ville et la puissance économique de la région. Pendant des siècles, donc, on a eu des petits bateaux à voile et puis ensuite des péniches tirées par des chevaux sur les chemins de halage. Alors, il faut imaginer la Saône avec une fréquentation de bateaux, avec même des embouteillages à certains jours. Alors tout ça a disparu, remplacé ensuite par des péniches actionnées mécaniquement avec des moteurs. Et puis ensuite, disparition de toute cette navigation, évidemment fortement concurrencée par le transport routier, par les camions si nombreux maintenant sur nos routes dans la région. Et puis la dernière modification, c'est évidemment le développement du tourisme fluvial. Et donc on voit de temps en temps passer des petites péniches ou des bateaux sur cette Saône. Le village de Tincé rassemble les pilotes qui aiment observer la Petite Saône du ciel. L'association Tincer a fait de cette colline une véritable base ULM. Une fois par an, elle réunit près de 200 personnes dans une grande fête et des baptêmes de l'air. Alors là, le vol va se passer à 1500 pieds, direction la plage d'Autey. Le retour se fera par le port de Savoyeux. Port de Savoyeux, le château de Ré. Du château de Ré, on file sur Port-sur-Saône. Et Port-sur-Saône, retour. Donc on décolle dans 5 minutes. Les vols en Franche-Comté sont toujours une merveille parce que j'ai eu le plaisir de faire découvrir la région à des amis, à la famille, des gens qui ne connaissent pas et qui sont étonnés de découvrir ces paysages qui sont très beaux, c'est bucolique, c'est agréable et la Saône, c'est une pure merveille. C'est vrai que suivre les méandres, c'est très 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 agréable. Si vous voulez aller par exemple faire un vol jusqu'à la Méditerranée par exemple, vous faites 3 km et vous suivez la Saône, le Rhône et vous arrivez dans le sud sans vous perdre. Donc là c'est très très simple.
sans carte, sans rien, on suit la Saône, on suit le Rhône et on y est. Mais le fait d'être en l'air, ça permet d'avoir de très très bonnes notions de géographie après. Donc on se repère très très bien et c'est très, très formateur. Plus confiant dans son vélo, Bernard préfère emprunter la piste cyclable Charles le Téméraire pour rejoindre en toute sécurité le château de Ré-sur-Saône. C'est un château, comme souvent, qui a une très très longue histoire. Une histoire qui commence au Moyen-Âge, qui va nous mener jusqu'à aujourd'hui avec des soubresauts, des guerres, des destructions, reconstructions. Est-ce que ça a souffert plusieurs fois? Oui, surtout au XVIIe siècle. En fait, il y a eu en Franche-Comté la guerre de 10 ans, c'est un épisode de la guerre de 30 ans, oui, qui touche toute l'Europe. Et le château, là, vraiment a été en partie détruit par des attaques. Et il a fallu le reconstruire. Donc le château qui est en face de nous, c'est en fait un château reconstruit au XVIIIe siècle. Mais on va voir qu'il y a encore des éléments du Moyen-Âge, notamment des grandes tours côté Saône. Donc ici, Bernard, on se rend bien compte qu'on est sur une colline, hein, on est à 260 mètres d'altitude. Vous voyez, on domine le village de Ré. Et comme on le constate, il y avait au moins 7 portes, peut-être d'autres, qui étaient donc protégées par ces tours. Là, elles ont l'air d'être petites à l'heure actuelle parce que le fossé a été comblé. Mais il faut imaginer un pont-levis, un aspect défensif beaucoup plus marqué. C'est ici que se trouvent les 2 grosses tours du château, dont une est encore du Moyen-Âge. La seconde, c'est une copie, en fait. Au XVIIIe siècle, il a fallu la reconstruire, hein, parce qu'en fait, à cause des destructions du XVIIe siècle, elle avait disparu. Et au début du XVIIIe siècle, en se basant sur celle qui existait encore, on a fait celle de droite. Donc celle de gauche, on l'appelle la tour d'amour, pour une raison sympathique liée à un mariage au début du XVIIe siècle dans la famille. Et la seconde, elle a un nom un petit peu plus germanique, on l'appelle la tour de Holstein, parce que c'est la duchesse de Holstein, propriétaire du château à l'époque. Donc au début du XVIIIe siècle, il a fait reconstruire à partir sans doute des morceaux qui existaient encore ruinés ici même. Après la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace-Moselle, la France doit ouvrir et moderniser une nouvelle voie fluviale vers le sud. C'est Charles-Louis de Saulce de Freycinet, ministre des Travaux publics de l'époque, qui fait creuser en 1877 le rattachement de la Saône au canal de l'Est, entre Corps et Bains-les-Bains. Il fixe une norme pour la taille des écluses, connue depuis sous le nom de gabarit Freycinet, afin qu'elles soient franchissables par des péniches de 38,50 mètres de long sur 5,05 mètres et jaugeant 350 tonnes, équivalent à 25 camions d'aujourd'hui. Ouvrage d'art percé à partir de 1877, le tunnel de Saint-Albin, avec ses 681 mètres de long, est une étape impressionnante pour les plaisanciers. À l'époque, le marinier devait faire passer ses bêtes de trait de l'autre côté de la colline, et seul dans le noir, il s'engageait en tractant sa péniche à la force des bras le long de longues cordes fixées au flanc de l'édifice. La vallée de la Petite Saône conserve de nombreux secrets, mais elle les trahit régulièrement en faisant apparaître au grand jour de nouveaux vestiges gallo-romains. Les plus représentatifs sont ceux de Jonvel, situés à quelques kilomètres de la marina de Corps. Alors on est là ici sur le site de la villa gallo-romaine de Jonvel qui a été construite au cours du 1er siècle. On est à proximité de la Saône. Lors du captage de la source pour créer le réseau d'eau d'alimentation du village, on a découvert du ciment romain et des tuiles romaines. Et en 1968, il y a eu la découverte de la villa, dont la partie la plus intéressante est le balnéum. Il s'agissait de thermes privés, réservés à l'usage d'une famille et aussi des invités, puisqu'il y avait beaucoup de convivialité dans l'usage du balnéum. On a ici la première salle qui est le couloir des habilloirs. Les propriétaires et leurs invités venaient prendre le bain. Ils venaient sur ce petit podium et se déshabillaient. En un second temps, ils pénétraient dans la salle des bains froids et venaient au-dessus de la mosaïque. Il y avait environ 20 cm d'eau. Alors cette mosaïque est très très intéressante parce que
On a au centre un médaillon qui représente des poissons de la Saône, mais si on regarde bien, on voit qu'on a un autre animal marin, le dauphin, et de même, vous avez les 2 sandales que vous voyez, qui sont le symbole de bienvenue dans le monde antique. Apparemment, il n'y a qu'à Jonvel que l'on trouve ce motif sur le territoire de l'ancienne Gaule. Par contre, il est relativement fréquent en Afrique du Nord. Ensuite, il pénétrait dans la salle des bains chauds. Il se dirigeait dans un premier temps dans la partie en demi-cercle où se trouvait une vasque posée sur une colonne. Dans cette vasque, il y avait de l'eau tiède et il se recouvrait le corps avec de l'eau tiède. Et comme on était dans une salle très chaude et humide, il se mettait à suer très rapidement. Il passait ensuite dans ces 2 baignoires qui étaient pleines d'eau chaude et pour nettoyer toutes les impuretés qui recouvraient le corps, ils utilisaient un petit couteau à lame rectangulaire qu'on appelle un strigile et ils se raclaient la peau pour éliminer toutes les impuretés. Et ensuite, on faisait le chemin inverse, on revenait dans la salle des bains froids, mais on se jetait dans la baignoire d'eau froide qui se trouve là-bas, où il y avait environ 80-90 cm d'eau froide. Et ensuite, on revenait se rhabiller. Venus de Suisse, Doris et Jean-Pierre se sont installés à Cors il y a 8 ans. En quelques années, ils ont su transformer un petit port isolé en pleine nature en une marina connue de tous les plaisanciers. Ici, vous êtes tout en haut de la Saône, sur les derniers mètres navigables de la Saône. Donc la source de la Saône est à 40 km plus haut et on est navigable exactement jusqu'ici. On a le panneau en face qui interdit les moteurs plus haut. Donc on va rejoindre 200 mètres plus bas la vraie Saône et le canal des Vosges avec le voie navigable de France. On avait acheté un bateau en 2005, il y a plus de 10 ans. Et on est venu ici quelques week-ends, 2-3 ans, et ensuite on a eu l'opportunité d'acheter tout le site. Et puis bon, en Suisse on fait une vie qui est totalement différente, on a des horaires de malades, on gagne bien notre vie, mais malgré tout, en qualité de vie, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour une dernière tranche, entre guillemets, d'une vie active, c'était un rêve merveilleux. Voilà, donc on aperçoit devant nous la perche, comme on appelle ça, c'est un simple tuyau qui part à travers la Saône, qu'on va rejoindre, et ce tuyau on le tourne d'un quart de tour. Avec cette manœuvre, on va avertir l'écluse qu'on arrive et tout se passe automatiquement après. Une fois qu'on est dans l'écluse, on manœuvrera une autre perche qui, elle, déclenchera la bassinée dans l'écluse. Alors en navigation, on a 2 types de navigants, puisqu'on a les navigants professionnels qui sont de plus en plus rares, puisqu'on a encore une dizaine de péniches de commerce qui naviguent encore sur le petit réseau français. Et à part ça, c'est pratiquement toute la plaisance. On a beaucoup de passages, puisque c'est la voie principale nord-sud. On a les Hollandais, les Allemands, etc. qui passent ici pour aller en Méditerranée et vice-versa. Donc ce secteur, la petite Saône, est très réputé magnifique pour ça, parce qu'on est très près de la nature. C'est pas un grand fleuve. Donc d'ici jusqu'à Auxonne, on a vraiment une belle navigation. La petite Saône offrira toujours une parenthèse singulière et sauvage aux plaisanciers qui recherchent une navigation tranquille et proche de la nature. Chaque étape sera pour lui un temps où il pourra apprécier les plaisirs de la lenteur.